Bonjour chers collègues, savais-tu que les exercices que tu trouves dans les manuels se rattachent à des théories didactiques, elles-mêmes issues de théories linguistiques? Bon, très bien, et alors, me diras-tu? Loin d'être compatibles, ces théories linguistiques s'affrontent en prétendant chacune proposer une vision plus juste de la langue. Alors si les exercices que tu proposes sont inspirés de théories incompatibles, à ton avis, quel sera le résultat? Et s'il s'avérait aussi funeste que le dessin de Barthes dans le roman d'histoire alternative de Laurent Binet, La 7e fonction du langage? Pour tirer tout cela au clair, remontons encore un peu plus loin dans le temps que le roman, à savoir aux années 50, au cœur de l'affrontement entre Chomsky et les structuralistes. Tu as certainement déjà entendu parler de structuralisme dans tes cours de didactique. Non? Tu ne te souviens pas? Et si je te parle de méthode structuro-globale audiovisuelle, plus connue sous son petit nom, SGAV, cela te dit quelque chose? Les manuels de vive voix, Archipel ou Voix et images de France sont emblématiques de cette méthode. D'ailleurs, tu as peut-être déjà remarqué qu'ils datent plutôt des années 70 et non 50. C'est qu'il y a un petit décalage entre l'apparition des théories linguistiques et leur application en didactique. Et oui, nous sommes quelque peu en retard. En attendant, je suis sûre que tu as reconnu le mot structure dans le nom de la méthode, structuro-global audiovisuel. Et oui, cela vient du structuralisme. Alors maintenant, tu vas me dire, d'accord, mais la méthode structuro-global audiovisuel n'est plus utilisée depuis belle lurette. Elle l'était dans les années 70, je le rappelle. La méthode en tant que telle n'est plus utilisée, mais les exercices structuraux, eux, existent toujours. Qu'est-ce que les exercices structuraux? Des exercices sur la structure des phrases. Je sais, avec ça, tu es bien avancé. Il existe plusieurs types d'exercices structuraux, fondés sur la répétition, la substitution ou la transformation. Un exemple d'exercice de substitution, c'est lorsque tu fais décrire l'image d'une salle de classe à des débutants ou débutantes en leur faisant répéter la phrase. Dans la salle de classe, il y a des tables. Et puis on va remplacer des tables par d'autres mots. Dans la salle de classe, il y a des élèves. Dans la salle de classe, il y a un tableau, etc. Tu pensais peut-être que ces exercices visaient l'acquisition du vocabulaire. Leur but réel est de s'approprier une structure de phrase en la répétant jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Un réflexe? Mais oui, exactement. Car l'autre théorie linguistique cachée derrière la méthode structuro-globale, c'est le behaviorisme. Tu te souviens du chien de Pavlov, celui qui salive quand on sonne une cloche, parce qu'on l'a habitué à recevoir de la nourriture avec un têtement? Mais que vient-il faire ici? Eh bien, il existe un courant behavioriste en linguistique qui considère le langage comme un comportement social. Ce comportement, l'acte de langage, peut donc être renforcé ou découragé comme toute autre forme de comportement. Voici une citation de Skinner, l'autre grande figure du behaviorisme. Le comportement verbal est mis en forme et conservé par un environnement verbal, par des personnes qui répondent au comportement de certaines manières en raison des pratiques du groupe dont ils font partie. Ces pratiques, et l'interaction qui en résulte entre celui qui parle et celui qui écoute, génèrent des phénomènes qui sont considérés ici sous la rubrique du comportement verbal. En combinant l'idée d'une structure visible de la langue avec les théories behavioristes, on aboutit aux exercices structuraux. Ces exercices, basés sur la répétition, on vient de le voir, vise à normaliser, intégrer des structures linguistiques sans faire appel à des explications détaillées. La grammaire est implicite, comme lors de l'acquisition de la langue maternelle. Oui, parce que dans les méthodes SGAV, on ne fait pas de grammaire explicite. Cela signifie qu'on réutilise aujourd'hui des exercices censés éviter l'explicitation de la grammaire avec une grammaire explicite. Et en plus, on pense que c'est pour réviser le vocabulaire. Tu vois où je veux en venir. Si on utilise des exercices en nous trompant sur leur objectif et dans un cadre qui les contredit, est-ce vraiment efficace? Les méthodes SGAV visent en effet à créer des automatismes renforçant les bonnes réponses comme des réflexes. Cela suggère bien que l'apprentissage d'une langue peut se faire sans réflexion consciente sur les règles grammaticales. C'est d'ailleurs de là aussi que vient l'idée de renforcer les structures correctes et de ne pas, voire jamais, présenter d'erreurs, par peur de développer de mauvais réflexes. Mais cela, c'est valable dans le cadre d'une méthode d'enseignement implicite qui considère la prise de parole comme un comportement à renforcer. Personnellement, j'aime bien corriger les erreurs courantes avec l'ensemble de la classe en écrivant des exemples au tableau. Mais j'ai toujours des remarques de profs inquiets que les apprenantes et apprenants ne retiennent surtout les erreurs. C'est oublier que moi, comme d'ailleurs la plupart des profs de langue aujourd'hui, je fais de la grammaire explicite.
Et je ne conçois pas forcément la langue comme un réflexe. Le développement d'automatisme demande du temps et ne risque pas de se produire si rapidement. Mais alors, pourquoi combine-t-on les deux approches, grammaire explicite et exercices structuraux? C'est un peu comme si on ne voulait pas prendre parti et on se dit qu'on va piocher à droite, à gauche, faire son marché entre les différentes méthodes. C'est ce que Christian Puren qualifie d'éclectisme didactique. On n'a plus de méthode unifiée reposant sur une théorie cohérente, mais toutes sortes d'exercices reposant sur des visions contradictoires de l'acquisition de la langue. Il est possible que certains et certaines utilisent ces exercices précisément pour développer des automatismes, mais encore faut-il en avoir conscience et donner véritablement l'occasion à ces apprenantes et apprenants de répéter. Je vois parfois ces exercices faits en plénum où chacun fait une fois la phrase. Il n'y a pas de répétition dans ce cas, et donc pas d'automatisme. Et surtout, qu'en est-il aujourd'hui du structuralisme en linguistique? La théorie est-elle toujours reconnue, ou bien a-t-elle été débunkée depuis belle lurette? Mais attends, est-ce que je ne te parlais pas des années 50 comme le cœur de l'affrontement entre les structuralistes et... Si tu as eu l'occasion de voir des arbres syntaxiques dans tes cours de linguistique, tu devrais avoir la réponse. Pourquoi? Un arbre syntaxique n'est-il pas une structure? Oui, mais les arbres syntaxiques relèvent de la grammaire générative et ont été développés par Chomsky. Or, Chomsky critique les théories structuralistes de Ferdinand de Saussure. Alors que les structuralistes sont des empiristes qui pensent qu'on acquiert la langue et les règles qui la structurent, Chomsky, lui, est innéiste. Pour lui, nous avons en nous la compétence à structurer la langue, qui s'active lorsque nous apprenons notre langue maternelle, mais qui est bien déjà là. C'est cette compétence qui permet à l'enfant de comprendre des phrases qu'il n'a jamais entendues. La grammaire générative de Chomsky montre qu'il y a bien une structure profonde dans des phrases, que le structuralisme échoue à saisir. Un comble. Ainsi, dans des phrases dont la construction est apparemment similaire, on va s'apercevoir qu'il existe tout de même des différences. Par exemple, dans ces deux phrases. Sophie semble se concentrer sur ses exercices. Sophie veut se concentrer sur ses exercices. On peut remplacer le verbe se concentrer par un adjectif dans la première phrase. Sophie semble fatiguée, mais pas dans la deuxième. Quelles sont les conséquences de cette théorie linguistique sur la didactique des langues? Lorsqu'on adhère à cette théorie d'une structure profonde innée qui serait commune à toutes les langues, on sort du système fermé d'une seule langue et on peut s'autoriser à faire des comparaisons. Or, depuis l'apparition de la méthode directe, la traduction était bannie du cours de langue vivante. Cela avait constitué une manière pour les professeurs de langue vivante de se distinguer de ceux de langue morte. Lorsqu'on est passé à la méthode SCAF, on a gardé ce système fermé de la langue refermée sur elle-même, bannissant la traduction. Aujourd'hui, avec cette idée de structure commune, on favorise la grammaire contrastive, d'où aussi un retour à la grammaire explicite, et donc une forme de traduction. Car oui, on a fini par se rendre à l'évidence. On n'apprend pas une langue étrangère comme on apprend la langue maternelle. J'ai exploré cette idée dans une autre vidéo sur la traduction en cours de langue étrangère, soulignant que l'apprentissage d'une seconde langue s'appuie sur les structures déjà maîtrisées dans notre première langue, et ce, peu importe notre âge. Mais pourquoi est-ce le cas? Laisse-moi te plonger dans une petite histoire. Imagine un jeune garçon français, curieux et vif, apprenant l'allemand. Sa mère, désireuse de stimuler son apprentissage, choisit de converser avec lui en allemand. Un jour frisquet, le garçon grelottant se précipite vers sa mère pour lui déclarer « Ich habe kalt ». Et oui, il est très sérieux malgré son jeune âge. Traduisant littéralement le français « j'ai froid » en allemand. Sa mère souriante le corrige doucement. En allemand, on dit « mir ist kalt, mon chéri ». Si on traduit mot à mot, cela signifie « c'est froid pour moi ». Le lendemain, animé par la même logique, le garçon affamé s'exclame « mir ist Hunger », tentant de traduire « j'ai faim », mais en prenant la peine d'utiliser la structure vue la veille. Mais oh, surprise! En allemand, on dit en fait « Ich habe Hunger », tout comme en français. Cette petite erreur, charmante et révélatrice, est ce que les linguistes appellent une erreur de transfert. Elle démontre que nous faisons instinctivement de la grammaire contrastive, établissant des parallèles entre les langues que nous connaissons ou que nous apprenons. Bien que le garçon ne puisse pas expliquer son raisonnement, il a intuitivement compris et appliqué des règles grammaticales. Le fait qu'il établisse des parallèles avec sa langue maternelle montre bien que, malgré son jeune âge, il apprend une deuxième langue différemment de sa langue maternelle, en se fondant sur celle-ci. Et d'ailleurs, il a raison de procéder ainsi. La meilleure manière de retenir quelque chose, c'est de le lier à des choses qu'on sait déjà. La grammaire contrastive est donc une approche très efficace. Et en plus, elle permet de relativiser la logique de sa langue maternelle en découvrant d'autres. Alors maintenant, j'espère que tu as compris l'intérêt de s'intéresser aux théories linguistiques.
Elles permettent de comprendre les visions de la langue et de son acquisition cachées derrière les exercices. Il y a donc bien des trésors à découvrir en allant plonger dans les théories linguistiques. Mais comment se fait-il que tout cela ne soit pas abordé en DU de FLE ou dans les cours de didactique? Mais attends, si je me souviens bien de mon cours de didactique du lexique, il tournait en fait autour de la linguistique. Il parlait de morphologie lexicale, de toutes sortes de choses fort intéressantes par ailleurs, mais peu utiles pour le cours de français langue étrangère. Pourtant, il est clair que comprendre la morphologie lexicale est utile à l'acquisition du vocabulaire. Et ça, je t'explique comment le faire dans ma formation Objectif Vocabulaire. Je me souviens d'ailleurs que nous en faisions dans nos cours de français à l'école. Il ne s'agit donc pas de quelque chose de très compliqué. C'est plutôt la manière dont tout cela a été présenté dans les cours de master qui était franchement rébarbative. En effet, la question n'est pas de comprendre l'utilité de la morphologie du lexique pour l'apprentissage, mais plutôt comment l'utiliser de manière concrète et efficace. Quels objectifs visons-nous? À quel moment du cours l'aborder? Et surtout, quelles activités pédagogiques pouvons-nous mettre en place pour transformer cette connaissance théorique en compétences pratiques? Lorsque la linguistique remplace la didactique, nous nous retrouvons seuls face à ces questions. En effet, la linguistique étudie le système de la langue, mettant en évidence ses régularités de manière descriptive et sans faire de recommandations. Après tout, c'est l'objectif d'une science de proposer une description objective de la réalité sans faire de prescription. En ce sens, elle est différente de la grammaire qui propose des règles de bon usage. Et quand je dis descriptive, je pèse mes mots. Elle n'est même pas explicative, contrairement à d'autres sciences comme la physique, qui, elle, cherche à expliquer les phénomènes. À une époque, chercher le pourquoi en linguistique était même perçu comme naïf, presque enfantin. Cette réticence à explorer le pourquoi ressemble pas mal à une échappatoire face à des questions complexes. Après tout, combien de fois un enseignant ou une enseignante de langue s'est-il ou elle retrouvé incapable d'expliquer la logique cachée derrière une règle grammaticale? Les langues, contrairement aux mathématiques, ne suivent pas toujours une logique claire et prévisible. Les règles grammaticales, bien qu'elles puissent sembler arbitraires, comme le suggèrent les explications de Julien Soulier dans Les Pourquoi du français ou Arnaud Huth et Jérôme Piron dans leur TEDx La faute de l'orthographe, sont tout simplement le reflet de l'usage des locuteurs natifs. Et en plus, elles évoluent avec le temps, n'en déplaise aux puristes. Cependant, ces règles grammaticales découlent des observations objectives des linguistes. Elles nous aident à conceptualiser des structures que nous avons intégrées, souvent inconsciemment, dans notre langue maternelle. Cette intégration inconsciente rend difficile pour les locuteurs natifs d'expliquer ces règles à des apprenantes et apprenants. Pourquoi construisons-nous nos phrases de cette manière? Quelle est la règle sous-jacente que nous suivons sans même y penser? C'est là que les linguistes interviennent, apportant une clarté essentielle dans l'enseignement des langues. Prenons l'exemple des locuteurs natifs allemands qui utilisent les cas datifs et accusatifs, sans toujours en comprendre la raison. Il est fascinant de constater que, parfois, un non-natif comme moi peut avoir une compréhension plus approfondie de ces aspects que les locuteurs natifs eux-mêmes. Cela illustre parfaitement la valeur ajoutée de la linguistique dans l'enseignement des langues. Elle nous permet de dévoiler les secrets cachés derrière les structures que nous utilisons quotidiennement. Mais heureusement, la linguistique va bien au-delà des règles de grammaire. Nous l'avons vu, si les méthodes SCAV ont leurs imperfections, la vision behavioriste du langage comme une réponse comportementale complexe à notre environnement, plus simple qu'un outil de communication, nous permet de nous éloigner de la structure grammaticale pour explorer les objectifs cachés de nos interactions verbales. Et d'ailleurs, c'est un linguiste structuraliste qui a exploré cette piste. Chaque fois que nous parlons, nous visons un effet spécifique sur notre interlocuteur, une idée que Roman Jakobson a formalisée en distinguant 6 fonctions du langage. Ces fonctions, qui dépassent la simple transmission d'informations, révèlent donc les multiples facettes de notre communication. Prenons donc un moment pour les explorer. Il y a d'abord la fonction référentielle. C'est elle qui transmet des informations sur les faits extérieurs, comme lorsqu'on dit « il pleut dehors ». La fonction émotive, elle exprime nos émotions internes. Par exemple, « je suis contente ». La fonction conative, elle vise à influencer l'autre, que ce soit directement par un ordre explicite, « ferme la fenêtre », ou par une suggestion du type « il fait froid ici ». La fonction fatigue, elle, maintient la connexion, comme le « allô » au téléphone ou le « tu m'entends » lors d'une conversation Zoom hachée. La fonction métalinguistique, elle, assure la compréhension mutuelle, avec des phrases comme « tu vois ce que je veux dire » ou « n'est-ce pas ?» Et enfin, la fonction poétique
Elle s'exprime dans la littérature et la poésie, où le langage est une fin en soi. Et dans son roman de réalité alternative, Laurent Binet joue avec l'idée d'une 7e fonction du langage, nous entraînant dans une quête intellectuelle pour la découvrir. Il est possible que tu n'aies jamais entendu parler de ces fonctions du langage, car, pour ma part, il me semble que c'est plutôt en master de philosophie qu'on m'en a parlé. Le comble, car elles offrent des perspectives incroyablement riches pour l'enseignement des langues. Elles nous invitent à réfléchir sur le sens profond des expressions que nous enseignons. Quel est l'objectif derrière chaque phrase, chaque mot ? Par exemple, la fonction conative ouvre la porte à des leçons sur l'impératif, mais aussi à des exercices sur des demandes moins directes, révélant les nuances culturelles et les subtilités de la politesse. En français, l'utilisation de l'impératif est souvent évitée au profit de formulations plus polies, et cela peut conduire à des malentendus interculturels. De même, la fonction fatigue peut être explorée à travers des jeux de rôle simulant des conversations avec une mauvaise connexion, un exercice pratique et amusant pour apprendre à maintenir le dialogue, même en cas de difficulté de compréhension. Quant à la fonction métalinguistique, elle est essentielle pour aider les apprenantes et apprenants à poser des questions, pour clarifier et s'assurer d'être compris, une compétence cruciale dans l'apprentissage d'une langue étrangère. En somme, les fonctions du langage de Jacobson ne sont pas seulement des concepts théoriques. Elles sont des outils vivants et dynamiques qui peuvent enrichir considérablement nos cours de langue. Bref, il y a de quoi aller piocher dans les trésors de la linguistique. Et si tu ne sais pas par où commencer, je pense qu'un roman est un bon point d'entrée. Que dirais-tu d'une enquête policière déclenchée par la mort du sémiologue Roland Barthes dans un roman de réalité alternative ? Ce récit nous guide en effet à travers les méandres du monde intellectuel parisien des années 80, de rive droite à rive gauche, les idées foisonnent et les débats font rage. Mais l'aventure ne s'arrête pas au microcosme de la capitale. Elle nous emmène en Italie, puis nous fait traverser l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. Là, nous croisons le chemin de figures emblématiques de la pensée moderne telles que Derrida, Searle, Chomsky et Jacobson. Et oui, on aurait pu rencontrer Derrida à Paris, mais c'est aux États-Unis qu'il fait son apparition dans le roman. Sous la plume de Laurent Binet, les héros de nos cours de diplôme universitaire ou de master prennent vie. Ils ne sont plus de simples noms dans un polycopier, mais des personnages vibrants avec leur passion, leur rivalité, et notre auteur ne manque d'ailleurs pas d'y ajouter du piment. Ils deviennent nos guides dans le labyrinthe parfois obscur de la linguistique. Et qui sait, cette exploration pourrait bien nous inciter à nous plonger encore plus profondément dans ce monde captivant de la linguistique, de la philosophie du langage et de la rhétorique. Alors, quelle est cette fameuse 7e fonction du langage ? Es-tu prêt pour enquêter ? Plonge-toi dans le roman de Laurent Binet, la 7e fonction du langage, et rejoins-nous au Book Club des profs de langue pour en discuter. Notre objectif, c'est d'aller plus loin pour comprendre les objectifs des exercices proposés, car tu verras que même les concepteurs de manuels mélangent allègrement les approches, les méthodes et les théories. C'est à toi de démêler tout cela pour proposer un meilleur cours à tes apprenantes et apprenants. Un cours dans lequel tu sais à quel moment interviennent quels exercices, plutôt que de te constituer une collection extraite de différents manuels pour occuper tes élèves. Et pour aller plus loin, n'hésite pas à aller regarder la vidéo dans laquelle j'analyse le style d'enseignement de François Bégodeau.